24 juin. Le départ ce matin du président Ouattara d'Abidjan pour Yaoundé au Cameroun. Il prend part à la conférence des chefs d'État et de gouvernement sur la lutte contre la piraterie maritime et les vols à main armée dans le golfe de Guinée. 252,10 milliards de dettes de la Côte d'Ivoire annulées par la République fédérale d'Allemagne. Elle a décidé d'abandonner toute sa dette vis-à-vis de notre pays. La signature d'accord entre les deux parties a eu lieu aujourd'hui. Et puis les yeux du monde entier rivés vers Pretoria où est hospitalisé Nelson Mandela. L'état de santé du héros de la lutte anti-apartheid s'est aggravé au cours des dernières 24 heures. Les nouvelles de Madiba n'ont jamais été aussi mauvaises. Il est 20h à Abidjan et partout en Côte d'Ivoire. Bonsoir à tous et bienvenue si vous nous rejoignez sur RTI 1. Elle s'est ouverte ce matin au Cameroun pour freiner les actes criminels des pirates au large des côtes du golfe de Guinée. La conférence des chefs d'État et de gouvernement sur la lutte contre la piraterie maritime et les vols à main armée dans le golfe de Guinée enregistre la participation du président ivoirien Alassane Ouattara. Le président Ouattara a quitté Abidjan aujourd'hui pour se rendre à Yaoundé. Le reportage de notre envoyé spécial dans la capitale camerounaise, Jérôme Kofi Aboula. À 10h, heure locale, soit 9h, temps universel, l'avion du président Alassane Ouattara en provenance d'Abidjan s'immobilise sur le tarmac de l'aéroport international de Yaoundé-Nsimalen. Juste après l'accueil du président ivoirien au salon d'honneur, le cap est mis sur le palais du Congrès, cadre choisi pour accueillir le sommet des chefs d'État et de gouvernement de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale, CEAC, de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, et de la Commission du Golfe de Guinée, CGG. À l'instar de ses pairs, le président Alassane Ouattara prend place pour le démarrage des travaux des 24 et 25 juin 2013 à Yaoundé, la capitale camerounaise, sur la sûreté et la sécurité dans le golfe de Guinée. Une réunion qui se veut celle de la prise de conscience en vue de la mise en place d'une stratégie collégiale dans le but de parvenir à sécuriser pour de bon le golfe de Guinée, victime de plus de 34 attaques entre janvier et septembre 2012. Au nombre des allocutions, celle attendue du président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, et ce, en sa qualité de président de la CEDEAO. Le chef de l'État ivoirien est sans détour, évoquant la fermeté pour venir à bout de ce qu'il convient d'appeler la criminalité dans cette façade maritime. La criminalité dans le golfe de Guinée menace la circulation des hydrocarbures raffinés et des marchandises de valeur. Elle limite par ailleurs les investissements et entraîne inévitablement une augmentation des primes d'assurance avec pour conséquence des crises sociopolitiques graves liées au renchérissement des prix des produits de première nécessité. C'est pourquoi j'invite la communauté internationale à faire preuve de la même fermeté dans le golfe de Guinée que celle affichée dans le golfe d'Aden, où la présence de forces navales internationales a permis de réduire drastiquement les actes de piraterie maritime. Il s'agit d'engager nos gouvernements dans la réforme du secteur de la sécurité, où le volet de la menace maritime est une priorité. À cet effet, nous devons renforcer nos capacités opérationnelles par l'acquisition de patrouilleurs, d'équipements conséquents dont la mutualisation permettra d'affirmer de manière dissuasive notre présence commune en mer. Tout comme le président Alassane Ouattara, le président tchadien Idriss Déby Itno, en tant que président de la CEAC, suivi du président Paul Biya, hôte du sommet. Pour le président camerounais, la lutte pour vaincre la criminalité dans le golfe de Guinée doit surtout dépendre du bon sens et de la responsabilité de tous, ainsi que du respect des engagements à prendre dans ce sens. Et le président Paul Biya d'inviter ses hôtes à suivre une projection de film sur le golfe de Guinée avant de souhaiter plein succès aux travaux déclarés ouverts et à poursuivre à huis clos. Je vous le disais en titre, 252,10 milliards de dettes de la Côte d'Ivoire annulées par la République fédérale d'Allemagne. Elle a décidé d'abandonner toute sa dette vis-à-vis de notre pays. La signature d'accord entre les deux parties a eu lieu aujourd'hui. Jean-Jacques Ouaméala.
La ministre en charge de l'économie et des finances, Kabanyale, représentant l'État de Côte d'Ivoire, et l'ambassadeur d'Allemagne en Côte d'Ivoire qui ont paraphé ces accords. Ces accords portent sur l'annulation totale de la dette ivoirienne d'un montant de 252,1 milliards de francs CFA. Ils comprennent une annulation immédiate de 238,98 milliards de francs CFA et une annulation par conversion des dettes d'un montant de 13,12 milliards destinés au financement de la protection du parc de Komoué. Pour les signataires, ces accords vont contribuer à la lutte contre la pauvreté et à la relance économique de la Côte d'Ivoire. L'annulation est liée à une conversion de la dette en faveur de projets supplémentaires visant à la lutte contre la pauvreté et à promouvoir le développement durable. Ces actions traduisent le renforcement de la coopération entre nos deux pays et le désir de la République fédérale d'Allemagne de contribuer à la dynamique de la relance économique engagée par le gouvernement ivoirien. Ces ressources seront utilisées de façon efficace afin de contribuer à la lutte contre la pauvreté conformément aux objectifs du Plan national de développement. Cette annulation de la dette ivoirienne fait suite à l'atteinte par la Côte d'Ivoire du point d'achèvement de l'initiative en faveur des pays pauvres très endettés obtenue le 26 juin 2012 à Washington. Des flammes et de la fumée en abondance ce matin à Koumassi. Un violent incendie a frappé la zone industrielle de la commune ce lundi. Selon notre envoyé spécial sur les lieux, 3 conteneurs transformés en atelier de soudure ont pris feu suite à un court-circuit. Heureusement, aucune perte en vie humaine enregistrée, mais le contenu de 3 magasins sont partis en fumée. Doigt des lasers. Abidjan, zone industrielle de Koumassi. 3 conteneurs qui servaient d'atelier de soudure sont partis en fumée aux environs de 11 h ce lundi 24 juin 2013. Selon les témoins, les causes de cet incendie sont encore non identifiées. Aucune perte en vie humaine n'a été enregistrée, mais les dégâts matériels sont énormes. Tout le monde est allé manger. Ça nous retourne maintenant, on voit que le feu a envahi le coin. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Sinon, nous on a mis nos matériels en sécurité et puis on allait manger. Le patron, de toute façon, il a été paniqué par le feu là, on ne sait pas où il est rentré à l'heure là. Il y a beaucoup de dégâts, les postes, tout ce les matériaux on travaillait ça, plein, les gaz, tout ça là. C'est quoi on pouvait faire sortir, nous on a fait sortir des gaz avec les 3 postes à soudure. Tout le reste a pris feu. Plusieurs entreprises à proximité du lieu de l'incendie ont pu échapper au feu. Mais selon certains travailleurs, la présence des soudeurs dans la zone industrielle de Koumassi est un véritable danger pour leurs entreprises. Toutes les rues de la zone industrielle, surtout celles qui encadrent notre entreprise, sont occupées par des citernes et des ferronniers qui font leur boulot dans la rue. Cela a des effets négatifs sur notre travail parce que nous travaillons dans le textile. Ce qui veut dire que nous avons des tissus, du fiole qui alimentent régulièrement notre chaudière. Alors que ces ferronniers travaillent avec des étincelles qui ne sont pas protégées. Donc notre entreprise est vraiment confrontés à des situations d'incendie comme ce qui s'est passé. Les sapeurs-pompiers militaires alertés ont pu circonscrire le feu. Les enquêtes sont en cours par la police nationale afin de déterminer les causes exactes de cet incendie. Il faut éviter la fraude si vous êtes candidat au baccalauréat 2013, au risque de vous faire sanctionner. Le message du ministère de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique formel, ce sera la tolérance zéro pour les fraudeurs à ces examens. Le département de Kandia-Camara invite les candidats à aller composer aux épreuves écrites du bac ce mardi dans la sérénité. Francis Boifo. Nous voulons de meilleurs taux de réussite à l'examen du baccalauréat cette année. C'est en substance le message de la tutelle aux candidats, parents d'élèves et surveillants à quelques heures des épreuves écrites. Les épreuves qui vont être servies sont tirées des programmes qui ont été administrés pendant l'année scolaire. Il faut bien lire le sujet pour faire le bon choix. Ce n'est pas un concours pour dire le nombre de places est limité. Il faut donc aller à ces examens-là sans pression aucune. Et je voulais inviter donc les parents à laisser les enfants faire leur travail. Je voulais inviter les enseignants à comprendre que l'examen rime avec justice et équité. Les conditions de travail doivent être les mêmes partout. Les conditions d'évaluation aussi doivent être les mêmes dans tous les centres. Il ne sert à rien de chercher à aider un candidat lorsqu'on est enseignant. Faire mieux que les 25,27% de réussite enregistrés l'an dernier.
Mais le ministère n'entend pas baisser la garde sur la question de la lutte contre la fraude. Concernant les élèves, il y a des dispositions qui sont prévues. Selon la nature de la fraude, ils peuvent être frappés d'interdiction provisoire. Ça peut aller de 1 à 5 ans. Pour les enseignants aussi, eh bien, il y a les mêmes situations. Il y a le conseil de discipline. Le conseil de discipline de la fonction publique qui peut statuer sur les fonctionnaires. Mais il y a aussi le conseil de discipline interne qui peut statuer sur les non-fonctionnaires. Ceux du privé, ils peuvent être frappés de radiation pure et simple. Cette année, ils sont plus de 215 000 candidats qui affrontent les épreuves écrites du bac. À ces candidats, la direction des examens rappelle que la possession du téléphone portable, même éteint dans le centre d'examen, constitue un cas de flagrant délit de fraude. Nous sommes aujourd'hui à jour J-7 de la visite du président Alassane Ouattara dans le district des Savanes, une visite qui suscite bien d'engouement. Et les préparatifs vont bon train dans toute la région. Ce soir, je vous propose de faire un tour à Kouto, non loin de Boundiali. On y attend avec enthousiasme le chef de l'État, autorités administratives, cadres et forces vives. Tout le monde est mobilisé. Eugène Atoubé. Bon et Kouto, chef-lieu du département du même nom, entrevoit avec la visite du président Alassane Ouattara dans la Bagoué de bonnes perspectives. C'est que dans cette partie du nord de la Côte d'Ivoire, c'est un véritable plan Marshall qu'attendent les populations. Nous sommes pratiquement une région où tout est à faire. Donc de mon point de vue, il y a un livre blanc qui est en cours de préparation et tout sera soumis au chef de l'État. Je profite de cette occasion pour inviter toutes les populations de la commune de Kouto à sortir massivement. Nous sommes en train d'envisager aussi beaucoup de micro-projets, c'est-à-dire l'élevage. J'ai déjà commencé à former des jeunes pour l'élevage. Et il y a des sites qui sont actuellement en train d'être réhabilités pour vraiment former des jeunes à l'élevage. Parce que c'est en créant ces activités que vraiment la commune pourra se développer. Je suis en train de contacter déjà tous les villages pour que, à l'arrivée du président, toute la population puisse sortir, toute la population soit mobilisée pour vraiment montrer au président de la République, pour lui dire merci pour tout ce qu'il a fait et pour tout ce qu'il est en train de faire pour nous. À Bon et à Kouto aujourd'hui, des signes de perspective de progrès et de développement. Ce sont l'électrification des villages, le renforcement des infrastructures hydrauliques, la réhabilitation de la voirie dans ces deux villes et pose de Dalo. Tout ceci à l'honneur du programme présidentiel d'urgence. Les populations apprécient, mais laissent entendre que beaucoup encore reste à faire, comme ici à Bon, où le centre de santé n'existe plus que de nom, abandonné à l'effet du temps. Ici, le maire de Bon, guide d'un jour, n'en croit pas ses yeux, devant le tableau presque surréaliste. À 23 km de Kouto, on retrouve Eugène Atoubé à Kasséré, toujours dans le département de Boundiali. À Kasséré, l'harmonie ne régnait plus depuis quelques années pour cause de divisions entre les cadres et les autorités traditionnelles. Aujourd'hui, avec cette visite du président, les divisions se sont tues. Une prise de conscience soudaine de l'utilité de l'union, surtout que Kasséré compte bien tirer profit de la visite d'État. Le balafon de Kasséré et sa rythmique a nul autre pareil si ce n'est dans le canton Pongala. La danse des femmes, impressionnante par l'énergie que celle-ci déploie et leur maîtrise du tambour. Déjà un aperçu de ce que les populations de la sous-préfecture de Kasséré réservent comme accueil au président de la République. Il y a autant d'hommes que de différents. Mais j'ai demandé que pour l'occasion, nous taisions nos petits problèmes internes pour que l'accueil du président de la République se fasse à la hauteur de la personnalité qu'il est, les charges qu'il assume. Et que plus tard, nous saurons en temps opportun régler nos problèmes, nos différends. Cette assurance que donne le préfet de Boundiali, préfet de la région de la Bagoué, tient de la mise à mort des divisions nées des guerres de leadership, les guéguerres entre cadres et entre autorités coutumières pour le poste de chef du canton. L'installation du maire de Kasséré a été le moment choisi pour sceller la paix retrouvée. Kasséré veut ainsi accueillir le président de la République sur des accents d'unité et de solidarité et lui exprimer tous les besoins de cette localité. Nous souhaiterons que le chef de l'État fasse tout possible, malgré son calendrier chargé, pour faire un tour à Kasséré. Le bitumage de l'axe Tarato-Niofouin-Kasséré-Kouto est une doléance pour nous. Et puis ensuite, Kasséré est beaucoup enclavé. Donc
nous souhaitons que Kasseré puisse être aussi un département. La liste des besoins de Kasseré en termes de progrès et de développement ne tiendrait pas en un seul chapelet. Dans cette localité, tout est urgence. Les jeunes sont résignés, les femmes désabusées et les fonctionnaires ironisant sur leur présence à Kasseré disent de même qu'ils sont les oubliés de la République. Vous le savez, elle a dévancé son époux dans le district des Savanes. Dominique Ouattara a fait des heureux dans le département de Ouangolodougou et Sinématiali. La population de ces deux localités ont reçu des dons de la première dame de Côte d'Ivoire. Elles sont sorties nombreuses pour lui dire merci et lui exprimer leur gratitude. Patricia Omouetia. Chant et danse pour souhaiter la bienvenue à Patricia Sylvie Yao, directeur de cabinet de la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara. Son arrivée à Tengrela est précédée de plusieurs dons. En quantité et en qualité, ces dons sont composés entre autres de broyeuses, de décortiqueuses, de matériel de santé et de matériel scolaire. Fidèle, la représentante a transmis aux populations l'espoir de la première dame. Dominique Ouattara rêve de voir les femmes de Côte d'Ivoire sortir de la pauvreté avec la création du FACI, Fonds d'aide aux femmes de Côte d'Ivoire, et de voir aussi aboutir son combat contre la violence faite aux enfants. Désir cher à son cœur qui s'explique par l'affluence de tous ces dons aux populations. Chers parents, chères mamans de Tengrela, que ce n'est pas tout. Il y a 2 autres camions qui sont en route pour vous apporter encore du matériel. Les actes de portée sociale et de développement de la première dame sont également perçus avec beaucoup de joie ici à Kouto, dans le département de Bondiali. Au cours de cette visite d'État, beaucoup d'actions de développement sont posées, mais beaucoup d'actions sociales également en faveur des populations. C'est dans ce cadre que s'inscrit l'action de la première dame que vous connaissez pour apporter aide et assistance aux populations ivoiriennes et en particulier aux enfants de la Côte d'Ivoire. Patricia Sylvie Yao a encore une fois exhorté les parents à œuvrer au bien-être des enfants. La première dame de Côte d'Ivoire a offert une somme de 1 million de francs CFA aux associations des femmes de Tengrela. Voilà, c'était le point des dons de la première dame de Côte d'Ivoire à Tengrela et Kouto. L'étape de Ouangolodougou et Sinématiali vous sera proposée certainement dans nos prochaines éditions. Retour à Abidjan avec ces femmes victimes de la crise post-électorale ivoirienne qui viennent d'être soulagées. Ce sont les femmes de la commune d'Abobo qui ont reçu des dons de Jeanne Peumont, conseillère spéciale du président de la République. Un important don en vivre et non vivre. Serge Gongomin, Victorine Oyobwe. C'est avec les mains chargées de présents que Jeanne Peumont est venue rencontrer les femmes d'Abobo. Il s'agit pour la conseillère spéciale du chef de l'État d'exprimer son affection et la solidarité du président de la République, Alassane Ouattara, à ces braves femmes qui sont pour la plupart des victimes de la crise post-électorale. Elles ont reçu plus de 800 sacs de riz et de bidons d'huile, ainsi que des cuvettes. Je ne m'y attendais pas du tout. Je me disais peut-être que ça pouvait être un petit truc, mais je me rends compte que j'ai un beau panier, plus un complet de pagne, un sac de riz, tout ça. Et donc je suis vraiment heureuse. Jeanne Peumont a saisi l'occasion pour exhorter les femmes à la cohésion sociale. Message bien perçu. Ça me va droit au cœur. Je suis pour la réconciliation. Moi, je vis dans une cour commune. On partage les douches, on partage les cuisines et on se donne des nourritures. Que ce soit Gula, Bété, Agni, Baoulé, Yakuba, on met toujours la main dans la même sauce. Afou Keïta, Nguès Bonsens et le comédien Abbas, des artistes bien aimés de ces femmes, ont partagé avec elles des moments de gaieté. Le concours international de beauté pour la promotion de la conscience environnementale Miss Environnement se tiendra pour la première fois ici en Côte d'Ivoire. Le lancement a eu lieu au cours d'une conférence de presse. C'était au cabinet du ministère de l'Environnement et du Développement durable. Le parrainage de l'événement est assuré par la ministre de la Communication, Evelyne Debazegua. Bien plus qu'un simple concours de beauté, Miss Environnement est un concours international pour la promotion de la conscience environnementale. 3e plus grand concours international après Miss Monde et Miss Univers, Miss Environnement fait un tour du côté de l'Afrique de l'Ouest et la Côte d'Ivoire est la première nation à l'accueillir. C'est une opportunité pour la Côte d'Ivoire que de présenter au monde entier les actions qui sont faites au quotidien au niveau de la préservation de l'environnement, ce qui a été retenu
c'est que, hormis la Miss Côte d'Ivoire et la première dauphine, c'est de commencer à partir de la deuxième dauphine et de prendre 9 candidates par ordre de mérite. Donc les candidates ont été retenues. 3 experts reconnus en Côte d'Ivoire seront mis à disposition pour pouvoir coacher, former et aider les candidates, les 9 candidates, à réaliser des projets environnementaux. Pour le ministère de l'Environnement et du Développement durable, qui bénéficie du soutien du ministère de la Communication dans l'organisation de l'événement, il faut que la première édition de Miss Environnement en Côte d'Ivoire soit un succès et que le pays participe au concours au plan mondial. La finale nationale de Miss Environnement est prévue le 10 août 2013. La lauréate sera la porte-parole de la Fondation Miss Environnement pour le programme des Nations Unies pour l'environnement et d'autres organisations environnementales. Le 2e congrès ordinaire du PDCI-RDA, prévu en octobre prochain au centre d'un point presse avant-hier. L'initiative est du forum du PDCI-RDA. La rencontre avec les journalistes a eu lieu à la maison du parti à Cocody. Francis Boifo. Candidature à la présidence du Parti démocratique de Côte d'Ivoire, PDCI-RDA, au 12e congrès ordinaire du parti. Voilà la position des militants du Forum national du PDCI-RDA. Le Forum national du PDCI-RDA veut que le président Aimé Henri Konan Bédié soit le candidat du PDCI-RDA au 12e congrès ordinaire qui s'annonce imminemment. Parce qu'il a de l'expertise, parce que c'est l'homme qu'il faut pour diriger le PDCI-RDA. À la jeunesse du PDCI-RDA, Koné Issa Daouda demande la vigilance. Nous demandons aux jeunes de la lucidité et de la vigilance face aux agitateurs, osant porter sur la place publique des critiques mensongères à l'égard du président Henri Konan Bédié, connaissant le sens du devoir qui anime tous ces militants et militantes, chevronnés, infatigables et engagés. Nous leur demandons de rester toujours mobilisés pour maintenir et entretenir la flamme incandescente pour vivifier le PDCI dans l'optique d'une réussite sans précédent du 12e congrès ordinaire. Ce congrès se tiendra les 3, 4 et 5 octobre 2013 à Abidjan. Dans l'actualité à l'étranger au Mali, après la signature de l'accord de Ouagadougou sur le retour à la normale dans la région de Kidal, l'heure est à la concertation politique pour son application sur le terrain. Le président Dioncounda Traoré a entamé jeudi dernier une série de rencontres avec des partis politiques. Au centre des entretiens, les accords et l'avenir politique du Mali, notamment la prochaine élection présidentielle. Reportage. Les accords de Ouagadougou à peine signés et déjà le matériel électoral est réceptionné à Bamako. Cartes d'électeurs, urnes, isoloirs sont disponibles, prêts à être distribués à l'intérieur du pays. Une course contre la montre est entamée. Si nous voulons faire des élections aux dates indiquées, il faut se donner le temps. Je conviens avec vous que le temps est limité, mais ce n'est pas un handicap pour nous. Pendant ce temps, le monde politique se mobilise. Le président par intérim, Dioncounda Traoré, a lancé une série de consultations avec les leaders de 35 partis politiques pour préparer l'échéance électorale du 28 juillet prochain. Le président de la République nous a fait part, n'est-ce pas, de ses idées en la matière et a sollicité que l'URD travaille à ce que ces élections se passent dans les meilleures conditions pour notre pays. C'est vrai que les élus, que les partis politiques ont leur rôle à jouer, un très grand rôle à jouer dans l'exécution des élections et dans l'information des électeurs. Mais l'administration des élections est fondamentale. Putsch, invasion terroriste, intervention militaire depuis 2012, le Mali est un pays à la dérive. Il reste un mois pour réussir une élection présidentielle, seul capable de renouer avec la légitimité constitutionnelle. Toujours à l'étranger, l'état de santé de Nelson Mandela s'est aggravé au cours des dernières 24 heures. Les nouvelles du héros national n'ont jamais été aussi mauvaises depuis sa dernière hospitalisation. La santé de l'ancien président sud-africain, hospitalisé depuis 16 jours, inquiète toute la nation arc-en-ciel et même le monde entier. Nelson Mandela dans un état critique, c'est à la une de tous les journaux sud-africains ce matin. Et c'est Jacob Zuma qui l'a annoncé. Le président sud-africain est allé à l'hôpital de Pretoria dimanche soir en compagnie de Graça Machel,
l'épouse de Mandela. Il a parlé avec les médecins qui ont évoqué une dégradation de l'état de santé du héros de la lutte contre l'apartheid depuis 24 heures. L'ancien président Mandela est dans un état critique à l'hôpital. Les médecins font tout leur possible pour s'assurer de son bien-être et de son confort. C'est le communiqué le plus alarmant depuis l'admission de Nelson Mandela à l'hôpital il y a plus de 2 semaines. Il y a encore quelques jours, un certain optimisme était revenu après que Jacob Zuma eut indiqué qu'il allait mieux. Aujourd'hui, c'est l'inquiétude qui domine, que l'on soit sud-africain ou pas. Étant encore dans mon pays, au Cameroun, très petit, j'entendais parler de Nelson Mandela. Et c'est vraiment un monument en Afrique. Les Sud-Africains restent partagés dans leurs sentiments. Ils aimeraient qu'on le laisse mourir en paix, mais ils appréhendent sa disparition. Je ne sais pas ce qui va se passer lorsqu'il sera mort. Je ne sais pas ce qui arrivera à cette nation dans ce pays. Je ne sais pas. Les Sud-Africains continuent de prier pour le rétablissement de Nelson Mandela, encore plus ici, dans cette église de Soweto. Pour la 2e semaine consécutive, une grande partie de la messe était consacrée à la prière pour l'icône de la lutte contre l'apartheid. C'est entre les mains du Seigneur. Nous continuons à prier pour son rétablissement, pour celui qui a tant fait pour son pays et pour le monde. Depuis hier, la famille de Nelson Mandela se succède à l'hôpital, où les messages d'affection sont toujours aussi nombreux. Barack Obama a lui aussi adressé des pensées et des prières pour Nelson Mandela. Le président américain est attendu vendredi soir en Afrique du Sud. Et puis malgré les assurances du président Jacob Zuma, l'inquiétude gagne les 53 millions de Sud-Africains qui retiennent leur souffle. Les habitants de Kounou, eux, village où le héros a passé sa tendre enfance, refusent d'envisager le pire. Regardez. La Nationale 2 qui traverse le village de Kounou dans la province du Cap-Oriental est en cours de rénovation, mais personne ne peut dire si cela a un lien avec le souhait de Nelson Mandela d'être inhumé ici un jour. À Kounou, le village où Madiba a passé son enfance et où il est revenu s'installer au soir de sa vie, la mort est un tabou et ce serait une offense de préparer quoi que ce soit en vue de ses funérailles. Dans notre culture, normalement, nous ne parlons pas de la mort de quelqu'un quand il est encore en vie. Pour nous, c'est comme si nous souhaitions sa mort. Le cimetière du clan Mandela n'est qu'un petit quadrilatère où reposent les parents du héros national, un de ses fils mort du sida et d'autres membres de la famille. Non loin de là, sur le bord de la route, la maison de Nelson Mandela, bien gardée par des policiers qui ne laissent aucun curieux s'approcher. Des membres du clan se souviennent des jours de fête où ils étaient tous invités. Il y avait des petites fêtes chez lui. On avait l'habitude de lui rendre visite. On abattait un animal et on mangeait de la viande. Dans son autobiographie, Nelson Mandela parle de Kounou comme de l'endroit où il a passé les plus beaux moments de son enfance. À quelques kilomètres se trouve la demeure du chef traditionnel où il a été éduqué après la mort de son père. C'est là, à l'ombre de ces grands eucalyptus, que se serait éveillée sa conscience politique. Dans son livre « Un long chemin vers la liberté », il dit que son intérêt pour la politique a commencé lorsqu'il écoutait les anciens de sa communauté discuter de questions sociales. Et ses qualités de dirigeant, il les a acquises ici, sous ces 3 eucalyptus. Kounou et ses environs sont déjà des centres d'intérêt pour tous ceux qui se passionnent pour la vie de Nelson Mandela. Et le berceau de son enfance pourrait connaître un afflux massif de visiteurs s'il y retourne pour toujours. En bref, l'ancien Premier ministre et chef de file du parti de droite en Italie, Silvio Berlusconi, a été condamné à 7 ans de prison et à une peine d'inéligibilité pour prostitution de mineurs et abus de pouvoir dans le scandale du Rubygate. Et puis ce télégramme officiel adressé par son Excellence Alassane Ouattara à son Altesse Henri de Luxembourg, Grand-Duc de Luxembourg. Altesse, la célébration de la fête nationale de votre pays m'offre l'agréable occasion de vous adresser au nom du peuple et du gouvernement ivoirien, ainsi qu'aux miens propres, à mes très vives et chaleureuses félicitations. J'y joins mes vœux choisis de santé et de bonheur pour votre Altesse et pour les membres de votre famille, ainsi que de prospérité et de paix pour le peuple ami du Grand-Duché de Luxembourg. On termine en sport avec à la une la Coupe d'Afrique des Nations de rugby.
Depuis hier et ce jusqu'au 30 juin prochain, la Côte d'Ivoire abritera cette compétition de rugby catégorie C1. Elle a lieu à Yamoussoukro, la capitale politique ivoirienne, et accueille 6 sélections dans le pays hôte. Les détails vous seront donnés tout à l'heure dans Lundi Sport avec Cathy Touré et toute l'équipe de RTI Sport. Quant à nous, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. À demain 20h. Excellente soirée sur la chaîne qui rassemble. Bonsoir.